Alors, je vous ai envoyé le tableau, famille de paysans donc dans le groupe Louis. Et en fait, on vous pose 2 questions. La première question, on vous demande un premier tracé pour savoir quelle est la première chose qui attire votre regard. C'est vrai que c'est un ensemble presque, c'est presque ça. Il y a une deuxième question. À savoir, qu'est-ce qui vous semble important dans ce tableau? Et là, vous pouvez faire plusieurs tracés pour nous le montrer. Waouh. La mère et l'enfant, enfin, ou là, peut supposer la mère et l'enfant, en tout cas le visage triste de cette femme et l'enfant qui apporte la musique dans un intérieur très rustique et qui paraît très austère malgré tout, même si l'ensemble est chaleureux. Après, je suis assez attirée aussi par tout le côté nature morte des premiers plans. En particulier le pot en cuivre, enfin je suppose, avec la lumière et le chat qui se cache derrière. Et puis il y a des jolis tracés de lignes comme ça. Qu'est-ce que vous avez appris finalement de votre participation à ce projet? Sur votre rapport aux œuvres, sur votre rapport aussi au musée? Peut-être que ça oblige à se poser la question du regard, oui, qu'on porte immédiatement ou pas, de prendre une distance supplémentaire par rapport à l'œuvre, d'essayer d'auto-analyser aussi notre regard, même si ça peut être un peu faussé, ne serait-ce que par la tablette, par votre présence, par d'autres choses qui peuvent peut-être interférer sans qu'on en ait conscience. Alors on a peut-être on a peut-être fait attention à plus d'éléments dans des tableaux qu'on ne le ferait peut-être dans une visite classique, parce que moi c'est vrai que je suis pas non plus très fan des audioguides, peut-être parce qu'en plus ça vous donne un discours et que justement dans une médiation on peut avoir une discussion et un échange et avoir justement des idées contraires et peut-être des ateliers dans les musées, c'est intéressant. Je sais que par exemple j'ai fait celle sur les plafonds baroques des églises parisiennes au Petit Palais et j'ai trouvé super qu'il y ait une salle où ils mettent, moi je ne dessine pas du tout, mais il y avait des fauteuils, des feuilles de dessin et des dessins parce que en XVIIIe siècle, et puis d'ailleurs au XIXe aussi, c'est important le dessin. Et je trouvais que du coup ça donnait une façon d'animer l'exposition et ceux qui aiment dessiner, c'était l'occasion de prendre le temps aussi de faire attention à certains éléments du tableau, comme là c'était sur ce projet avec les tablettes qui était intéressant. Je pense qu'il n'y a pas une solution pour une exposition, mais qu'en fonction peut-être aussi des expositions, il peut y avoir des choses intéressantes à envisager. En tout cas, moi, ça m'a obligé à me poser devant les œuvres et de s'interroger qu'est-ce qu'on voit, de prendre un peu le temps, qu'est-ce qu'on ressent en regardant et pourquoi. Je ne sais pas si c'est différent aujourd'hui d'avant, mais on a la chance de voir beaucoup de choses, mais prendre son temps pour les voir, c'est-à-dire qu'on a peut-être une course à voir l'exposition. Est-ce que c'est d'avoir vu l'exposition qui est important ou c'est ce qu'on a vu? Donc, je suis Mathias Blanc, chercheur au CNRS, coordinateur d'un programme de l'Agence nationale de la recherche visuelle, dans le cadre duquel nous avons développé le dispositif Iconicat. Donc le but ou les buts, quels sont-ils? Alors, il y a un premier but, c'est un objectif scientifique, si vous voulez, qui est d'identifier les différents types de regards en fonction des publics et de la configuration sociale de visite, ce qui se passe lorsqu'on visite seul, à plusieurs, en famille, dans le cadre d'un groupe scolaire. Dans quelle mesure est-ce que ça influe sur la perception des œuvres? D'identifier les parcours typiques également des regards. On se rend compte que selon effectivement cette configuration et votre savoir, issu de votre expérience vécue, vous regardez les images d'une certaine manière. Alors bien entendu, il y a une perception, donc il y a une part de subjectivité, mais elle est normée. C'est-à-dire que vous exploitez également des règles, des manières de faire que vous actualisez donc face à ces œuvres-là. Et donc on essaie d'identifier ces mécanismes-là, ces processus-là. Ensuite, en termes de médiation, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir également proposer au public de montrer ce qu'il est saisi dans les images, de manière ensuite à adapter éventuellement le discours muséal. Et dans certains cas, on a vu que les regards a priori non experts des profanes, donc des visiteurs qui venaient comme ça au musée, nous donnaient également des informations, des interprétations qui pouvaient également réinterroger les œuvres et fournir des clés particulièrement riches pour les experts. Ensuite, là je veux dire en termes de médiation, ça permet également plutôt que de proposer un discours en disant voilà, c'est comme ça que vous pouvez voir l'œuvre, l'idée c'est davantage partir des regards des différents publics pour ensuite arriver vers une compréhension plus globale éventuellement de l'œuvre. Donc ça permet d'éviter notamment les phénomènes de rejet qu'on peut observer avec certains publics qui vous diront
Moi, je vois absolument pas ce que me dit le guide, je ne le comprends pas, et donc c'est pour ça que c'est pas pour moi, ça ne me convient pas. Justement, les musées sont prêts à ça, sont prêts à être davantage en interaction avec les publics, y compris à accepter des regards de profanes, comme vous l'avez dit? Effectivement, là en l'occurrence, que ce soit au Palais des Beaux-Arts ou Louvre-Lens, mais dans d'autres musées du Nord avec lesquels nous avons travaillé, à chaque fois on a eu cette attente de la part exprimée par les musées de partir davantage, de partir à la rencontre de ces publics. De partir à la rencontre de ces publics, c'est identifier également ce qu'ils voient, comment ils voient. Et donc je n'ai pas eu jusqu'à présent de réaction de rejet de la part des musées, au contraire. C'est un enjeu pour les musées. L'idée, c'est bien d'ouvrir le musée, d'avoir cette démarche aussi un peu participative, ne pas simplement rester cantonné à un discours qui peut être vu comme parfois un discours d'autorité, mais au contraire d'amorcer un dialogue avec son public. Alors, vous en êtes à la moitié à peu près du champ d'investigation, à un peu plus de 300 visiteurs. Est-ce que vous pouvez déjà tirer quelques enseignements, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris par rapport à ces 300 personnes? Oui, alors il y a différentes choses qui apparaissent, notamment concernant une œuvre qui est intitulée La Réunion musicale d'Antoine Lenain. Cette œuvre est perçue par principalement des couples d'un certain âge et des jeunes filles avec leur mère comme une scène de noces ou une scène de fiançailles, et absolument pas comme une réunion musicale. Cette interprétation-là n'avait jusqu'à présent pas été évoquée par les historiens de l'art et est tout à fait envisageable et crédible. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai assisté à un colloque avec des experts des frères Lenain. L'hypothèse a été soulevée et elle paraît tout à fait intéressante. Donc là, on a un cas où une interprétation a priori de profane donne des informations qui permettent de proposer une nouvelle lecture de l'œuvre, en tout cas qui s'interroge sur la signification jusque-là attribuée à cette œuvre. Et en plus, on se rend compte que ça ne concerne pas tous les publics, c'est certains publics. On a d'autres éléments. On se rend compte également que l'exposition s'intitule Le mystère Lenain, donc lié au mystère de l'attribution, lequel des trois frères Lenain a peint quoi, qui est la question mise en avant tout au long du parcours de l'exposition. On se rend compte que plus on avance dans l'exposition, plus les personnes s'intéressent au second plan, à l'arrière-plan. Et au fur et à mesure, ce qui est mis en avant, c'est qu'au-delà du mystère de l'attribution, ça doit être un mystère du sujet. C'est-à-dire que plus on avance dans l'exposition, plus les personnes nous disent, mais finalement, est-ce que le sujet des œuvres n'est pas ce qui se cache ou ce qui est présent à l'arrière-plan ou au second plan? Donc ça, c'était quelque chose qui était inattendu de la part des conservateurs, mais qui montre également qu'au cours de l'exposition, vous avez une formation du regard qui se déploie. Un autre élément, on se rend compte effectivement qu'il y a des différences entre la perception des adultes et la perception des enfants. On avait effectivement déjà un certain nombre d'hypothèses par rapport à ça, mais ça se confirme. Ça se confirme, et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre d'une configuration familiale, on a plus de cas où les lectures proposées par les enfants sont celles qui vont orienter ensuite les lectures suivantes des œuvres pour les parents que l'inverse. C'est-à-dire que les regards des enfants, finalement, ont plus de poids sur la manière dont les adultes vont nous montrer les œuvres au fur et à mesure de leur avancée dans le parcours. Alors c'est le cas effectivement pour des visiteurs que je dis profanes, donc des personnes qui ne sont pas expertes, qui n'ont pas de formation artistique ou en histoire de l'art. Alors l'idée n'est pas du tout de remettre en cause les savoirs experts, absolument pas. L'idée c'est au contraire de rentrer en dialogue, de faire en fait dialoguer ces savoirs experts avec des savoirs non experts. Et de se dire que ces savoirs non experts, ils peuvent aussi avoir des choses à dire. On est vraiment dans l'optique d'un musée, je dirais, participatif, puisque l'enjeu, c'est que chacun y trouve sa place sans avoir cette impression qu'il n'a aucune légitimité pour y être.